bonjour et bienvenue à Impact Pod. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et voilà, aujourd'hui on va faire la dernière poule, c'est la poule D, avec un certain Miguel Fernandez. Donc Miguel, agent sportif et directeur associé à CSM Sport. Si vous ne connaissez pas Miguel, il est déjà venu 2 fois sur l'émission. Je vous invite alors d'aller écouter épisode 47 où il a parlé de son métier d'agent sportif et ses parcours, on va dire son parcours professionnel depuis 20 ans. Et aussi dans l'épisode 78, il nous a exposé le côté business du rugby, les contrats, les salary cap, les coulisses du top 14, quoi. Vraiment un mec superbe qui a partagé son temps avec nous et croyez-moi, il a plein de petits pépites pour vous aujourd'hui. On va parler de tous les matchs de ce week-end parce qu'il y avait des belles surprises, ainsi que la super match de la France contre l'Australie. Ensuite, c'est le pool D avec l'Angleterre, Argentine, Samoa, Japon et Chili. Avant cette preview de Pool D, annonce rapide pour un autre pote de notre pack, c'est Lena Corsen. Lena qui est ancienne joueuse pour l'équipe de France rugby à 15 et rugby 7. Elle est passée plusieurs fois sur l'émission pour parler de rugby féminin. Elle a des très très bonnes nouvelles à nous annoncer. Elle est en train de créer Rugby Girl Academy. Rugby Girl Academy qui va proposer les tout premiers stages de rugby 100% pour les filles. Donc ça va être pour les filles de 13 à 16 ans dans la région parisienne avec une journée découverte le 20 septembre. Et après, il y a une semaine de stage pendant les vacances en octobre. Donc voilà, j'adore l'initiative, je trouve que c'est une super bonne idée. Si vous voulez plus d'informations, le mieux, c'est d'aller suivre Lena Corsen ou suivre Rugby Girl Academy sur tous les réseaux sociaux. C'est une super idée par un superwoman. Go Lena, go, on te soutient à fond. Pendant que vous êtes sur les réseaux sociaux, faites comme Sylvain, s'il vous plaît, qui nous laisse des messages sur Facebook, ou faites comme Seb, qui partage un peu partout, sur le WhatsApp, sur le Facebook, ou faites comme Katia, qui nous fait des stories sur Instagram, ou faites comme Dylan, Marie et Daily Trier, qui nous laisse des reviews et 5 sur 5 sur Apple Podcasts. Ça nous aide vraiment dans notre objectif d'être le premier podcast indépendant en France pour cette Coupe du Monde. Et maintenant, voici la discussion avec Miguel Fernandez sur tous les matchs de ce week-end, France-Australie et le Pool D. Pack de potes, terrain 10. Alors, nous sommes très contents d'avoir avec nous Miguel Fernandez, qui est agent sportif, super agent sportif, comme j'ai dit, depuis plus de 20 ans maintenant avec CSM France. Donc, merci d'être de retour. Ça fait ton 3e fois que tu passes sur Pack de Potes, donc tu es vraiment un pote de notre pack. Exactement, j'ai pris un abonnement, c'est parfait. En fait, je pense que aussi, c'est tous les ans, j'essaie de trouver une excuse pour t'inviter sur l'émission. Il ne faut pas que tu parles sans qu'on trouve une autre opportunité de se parler l'année prochaine minimum. Écoute, comment ça va? Parce que dans la vie d'agent, en fait, la dernière fois on a parlé, c'était en juin. Et tu disais, c'était une période mai-juin, c'était une période très occupée pour toi. Là, maintenant, on est en août-septembre. On a des démarrages de Top 14 qui a déjà démarré. On a la Coupe du Monde qui est très, très proche. Pour toi, c'est quoi au niveau de métier? Tu fais quoi en ce moment? Alors, j'ai 2 phases. Là, j'accompagne un peu les joueurs que l'on connaît et qui collaborent avec nous, les internationaux, français, étrangers, etc., avec mes collègues des autres agences, qu'elles soient en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, etc. Donc, il y a beaucoup d'échanges. Et figure-toi que je travaille déjà pour la saison prochaine. Donc, je suis déjà sur des clubs qui m'interrogent sur mon réseau et les intermédiations que je peux faire avec eux sur des joueurs, voire même des coachs. Ouais, et donc petit rappel aussi pour des gens qui n'ont pas écouté les épisodes précédents, on a parlé de côté business du rugby aussi, on a parlé de ton métier. Et en fait, c'est vrai que tu es, on va dire, l'agent pour les clubs et pas forcément l'agent pour des personnes, en fait, qui est différent que de chez moi. Et en fait, j'ai noté, j'ai blagué, je t'ai envoyé un lien, un petit texte pour dire, j'ai pensé que tu me représentais que la moitié, en fait, la moitié de l'équipe de France. Et en fait, c'est pas la moitié, c'est 2/3 finalement de l'équipe de France. Donc, tu travailles aussi avec l'équipe de France. Donc, est-ce que c'est dans le même registre? Tu travailles pour l'équipe de France plutôt que pour les joueurs en ce cas-là? Non, c'est complètement différent parce qu'en fait, il n'y a pas de lien contractuel avec l'équipe de France, avec la fédération. Voilà, sauf pour les coachs. Il m'arrive d'être sollicité par la fédération pour les coachs, mais là, en définitive, il faut savoir que juridiquement parlant, les joueurs sont comme en mission et ils sont mis à disposition par les clubs auprès de la fédération. Donc j'ai aucun lien contractuel, j'ai rien à dire, voilà, je suis juste spectateur. C'est comme dans une entreprise, lorsque tu es une société de service et que tu mets un de tes collaborateurs chez un client quelque part, tu vois, et il reste chez ce client pendant X temps, mais il t'appartient toujours. Donc
juridiquement parlant, légalement parlant, le contrat de travail est avec le club, mais il est mis à la disposition par le club auprès de l'équipe de France. D'ailleurs, c'est dans les contrats. Alors il y a des règlements internationaux pour t'as des dates à respecter, etc. pour les convocations. Mais dans les contrats aujourd'hui des joueurs, il y a effectivement une clause. C'est une clause de mise à disposition pour l'équipe de France, tout simplement. Et il y a un texte au niveau de World Rugby, l'article 9, pour pas le citer, qui légifère en fait toute la mise à disposition et le process, la séquence à respecter pour qu'un joueur puisse rejoindre sa fédération, enfin la fédération qui souhaite représenter, le pays qui souhaite représenter. D'accord. Et donc, en fait, tous les joueurs sur l'équipe de France, est-ce qu'ils gagnent le même argent ou est-ce que c'est par rapport à leur contrat actuel qu'ils ont avec leur club et ils sont payés par qui, en fait, dans cette période-là? Ils ont leur salaire de joueur, d'employés, d'accord? Donc, ils touchent toujours leur salaire. Et ensuite, il y a des bonus négociés entre une délégation de joueurs et les représentants de la fédération. C'est souvent des bonus liés tout simplement aux résultats. C'est-à-dire que si on fait premier, demi, etc., etc. Voilà. Et il faut savoir que pendant cette mise à disposition, il y a aussi une compensation financière. Alors là, je parle pour la Fédération française de rugby, une compensation financière qui est faite auprès des clubs. Parce qu'en fait, les clubs continuent à payer quelqu'un qui n'est pas là. Donc, il y a une compensation qui se fait. D'accord, d'accord. Et par exemple, il n'y a pas de prime individuelle si tu marques 3 essais dans l'équipe de France, on te file un peu plus de sous, ça existe, ça? Non. Non. C'est très rare les primes individuelles au rugby. On est vraiment resté dans une idéologie collectiviste un peu, et c'est pas plus mal d'ailleurs. Ça arrive. Moi, j'ai eu à négocier avec des clubs des primes individuelles pour il y a quelque temps maintenant pour des joueurs suivant le nombre de pénalités qu'ils mettaient ou des choses comme ça, tu vois. Mais non, généralement, on reste vraiment sur des réussites collectives. D'accord, d'accord. Bah, là, tu es là avec nous pour parler de... Bon, bien sûr, on va démarrer avec le match équipe de France contre l'Australie, mais on va parler de poule D. Et en fait, j'ai pensé à toi parce que j'imagine, avec toute ton expérience, tu as aussi beaucoup d'expérience à l'international, n'est-ce pas? J'ai la prétention. J'ai la faiblesse de croire que j'en ai un petit peu, effectivement. Donc, la poule D, ça va être une poule intéressante. On reviendra tout à l'heure dessus, mais effectivement, il y avait les favoris de manière assez naturelle, l'Angleterre, mais là, l'Angleterre, alors faut pas les enterrer, les Anglais, c'est toujours pareil, on s'imagine toujours qu'ils vont mal, et puis, et c'est vrai que là, ils ont pris un revers face aux Fidji assez incroyable, extraordinaire le match. Je sais pas si ceux qui nous écoutent l'ont vu, mais vraiment hyper intéressant. Et ça relativise ceux qui pensaient que la France n'avait pas assez dominé les Fidji une semaine avant. On se rend compte qu'effectivement, les Fidjiens ont des joueurs de très très haut niveau. Oui, alors avant de parler de France-Australie, on va parler des autres matchs rapidement. Je pense que la plus grande surprise, peut-être, ou peut-être pas, parce qu'il y en avait quand même un paquet de surprises ce week-end, c'était Afrique du Sud qui a complètement écrabouillé Nouvelle-Zélande, 35-7. Atomisé, ils ont atomisé vraiment les All Blacks dans un jeu très direct, très violent, une puissance assez hallucinante. De mémoire, j'ai rarement vu les Blacks aussi, comment on va dire ça, impuissants face à une opposition. C'est la première fois. Et il y avait pas, on a l'impression qu'ils trouvaient pas de solution en définitive. Et c'était assez hallucinant. Et d'ailleurs, quand tu regardes les images, tu vois effectivement des joueurs néo-zélandais stigmatisés et marqués, des cicatrices dans tous les sens. Ils ont été mâchés. Ils ont été mâchés. Pour autant, il ne faut pas enterrer la Nouvelle-Zélande, parce que pour moi, ça restera toujours. Ça se répète. Voilà, ce serait dommage. De la même manière, il ne faut pas obligatoirement faire de l'Afrique du Sud des futurs champions du monde, mais ils ont quand même marqué. Ils ont marqué le week-end et ils ont marqué. Je pense que c'est un des matchs les plus marquants par sa signification de tous les matchs de préparation que l'on a vu, avec celui des Fidjiens contre les Anglais. Ouais, parce qu'on avait vu la Nouvelle-Zélande plutôt en forme pendant tous ces tests trials dans la période juste avant le Coupe du Monde. En fait, l'essai qu'ils ont marqué, c'était vraiment dernière minute aussi. 28 points quand même, c'est assez inattendu. Mais bon, il y avait un carton rouge contre Scott Barrett, mais c'est pas ça qui explique le tout, quoi. Bon, ça aide pas.
Déjà jouer à 15 contre les Sud-Africains, c'est pas facile. Donc à 14, ça l'est encore moins. Non, j'ai trouvé une maîtrise, une puissance, un jeu d'avant, une redistribution défensive agressive, une possession de balle vraiment très intéressante, et des trois quarts sud-africains très puissants et très rapides. Avec beaucoup de courses, des lignes de course très pures. Non, franchement, je me suis régalé à voir les Sud-Africains. J'ai un collaborateur qui est néo-zélandais qui a passé un moment beaucoup Sale, plus pénible. sale moment, ouais. Il a passé un sale Allez, moment, ouais. allez, d'autres matchs de ce week-end. Il y avait l'Écosse contre Géorgie. En fait, c'était Géorgie qui est menée le premier mi-temps, mais finalement, l'Écosse, qu'ils ont réussi à revenir 33-6 quand même. Beaucoup de points dans ce deuxième mi-temps. Moi, j'aime beaucoup la Géorgie. C'est une nation aujourd'hui, on va dire, fait partie de la deuxième division internationale. Pour autant, elle est très difficile à jouer. C'est une équipe qui base essentiellement son jeu sur la conquête, sur la rudesse, et qui de plus en plus maintenant développe un jeu intéressant au niveau des trois quarts. On avait pour habitude de dire que les Géorgiens, c'était 15 piliers, parce que la renommée des piliers géorgiens n'est plus à faire. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils ont des vrais joueurs de ballon. Et je me suis régalé à les voir en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, bon, le physique a fait son effet, j'imagine. Et puis, bon, l'Écosse est quand même une équipe qui peut prétendre à quelque chose pour cette Coupe du Monde. Mais c'était vraiment très intéressant. Vraiment très intéressant. Et il donne l'impression quand même à l'Écosse qu'ils aiment bien revenir quand ils sont en bas en fait dans le score, ils aiment bien revenir à la charge en fait. Ouais, t'as l'impression qu'une fois qu'ils ont plus rien à gagner ou plus rien à perdre, ils lâchent les chevaux. Mais Voilà, c'est ça. intéressant. Les autres matchs, en fait, c'est des matchs qui sont concernés dans notre pool. En fait, on va démarrer. Il y avait Italie contre Japon. Italie, bon, 42-21. Ils ont doublé le score contre Japon. Moi, j'étais personnellement un peu étonné par ce score-là. Bien sûr, tu as la belle équipe d'Italie, mais en fait, c'est 3 essais pour Montana Ione. Alors l'Italie, c'est une équipe dont il faudra se méfier, je pense. Je pense que l'équipe de France, alors évidemment, il n'y a pas de complexe de supériorité à avoir, mais c'est pendant le tournoi de destination, on l'a oublié, mais on a quand même. Alors c'était le premier match de mémoire, mais l'équipe de France a un peu souffert contre les Italiens. Moi, je trouve que les Italiens, d'abord, ils ont une génération de joueurs qui est hyper intéressante, qui est issue des moins de 20, qui a très bien réussi chez les moins de 20. Qui maintenant commence à développer son jeu, son potentiel chez les grands. C'est une équipe qui va, à mon avis, qu'il va falloir surveiller. Ils ont des individualités très intéressantes. Canone, ils ont Garbi ici, ils en ont, enfin voilà, ils en ont pléthore. Bon, ils ont Capuzzo que l'on connaît bien en France. Très intéressante, une équipe vraiment très intéressante. Je suis un peu plus déçu par le Japon parce que à chaque fois que j'ai eu l'occasion de voir le Japon, c'était un jeu très structuré, très discipliné, clinique, j'ai envie de te dire. Tu vois, c'était hyper bien organisé. Et là, je les ai trouvés un peu, ils subissaient et sans vraiment de solution. On suit avec Argentine contre l'Espagne. On n'est pas trop étonné non plus. 3 pour l'Espagne, 62 pour l'Argentine. Ça me fait mal, ça. Ça me fait mal. Miguel Fernandez, vous avez compris que j'étais Oui, pas c'est vrai. suédois. On pourrait croire que je suis argentin, mais non, mes origines sont espagnoles. Pas étonnant, là, l'Argentine a récité son rugby. Pareil, l'Argentine, l'Italie, ce sont deux nations compliquées à jouer pendant la Coupe du Monde. Très compliqué. En plus, il y a un vrai vécu collectif des joueurs argentins, puisqu'ils ont cette compétition, le Rugby Championship, où ils peuvent se mesurer à l'Australie, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, même si cette année ça a été un peu différent. Mais enfin, ils ont un référent commun, ils ont les vertus que l'on connaît, les joueurs argentins, c'est-à-dire beaucoup de courage, beaucoup de cœur, une énorme intensité, beaucoup d'envie. Et moi, pour en connaître pas mal des joueurs argentins, dès qu'ils mettent le maillot ciel et bleu, ils sont transcendés, quoi. Et d'ailleurs, tu les vois, c'est les joueurs les plus spectaculaires à voir pendant les hymnes nationaux.
Quand ils chantent l'hymne, c'est impressionnant. Ils partent en mission à chaque fois. Toujours les larmes aux yeux. Ouais. En fait, il y a un match qui m'a beaucoup étonné aussi, c'était Irlande contre Samoa. Oui, on peut dire, ok, c'était pas l'équipe traditionnelle d'Irlande, qui avait quelques nouvelles têtes quand même. Mais Samoa était vraiment en position de gagner ce match à la fin. En fait, ils menaient pour la plupart de ce match aussi. C'était vraiment incroyable de voir. On va en parler bien sûr en détail après, mais Samoa, ils avaient 2 opportunités de gagner à la fin, mais ils loupent le coup de pied pour faire le penalty touche, et après ils loupent le touche dans les dernières minutes. Donc vraiment dommage pour eux. Ils perdent 17-13, mais en fait, tu avais le sentiment en fait, c'était un moment qui est venu, et c'était la première fois qu'ils étaient face à ce moment, et ils n'avaient pas forcément en fait le réflexe ou la calmitude, on va dire, qu'il faut pour prendre avantage, pour serrer ce moment par les 2 bras, quoi. Ouais, en sport individuel, on appelle ça la peur de gagner. C'est un peu ça. Il manque un peu d'expérience. Enfin, ils sont rarement en position de battre. Là, en l'espèce, c'est les numéros 1 au classement mondial. Et là où j'étais surpris de voir les Samoans, alors il manque un peu de repères collectifs, mais tu vois quand même que ça y est, ils ont des individualités, des joueurs, des physiques hors normes. Enfin, c'est assez hallucinant. Et ils commencent à avoir des repères collectifs, ce qui est très intéressant. Aujourd'hui, ces deux fédérations ont créé 2 franchises qui jouent régulièrement, enfin qui jouent depuis quelque temps maintenant le Super Rugby. Et ce référent commun qu'il manquait un peu, ces habitudes à avoir, on les a retrouvés là. Les Fidji, on les a retrouvés face aux Anglais, les Samoans face aux Irlandais. Alors ils avaient certes un peu, les Samoans n'ont pas l'habitude forcément de se retrouver à quelques secondes ou à quelques minutes de battre une nation majeure comme l'Irlande, mais j'ai trouvé vraiment des schémas et un collectif hyper intéressant, et ça je l'explique très clairement par ces 2 franchises créées, nouvellement créées, et qui ont permis effectivement à ces joueurs de jouer ensemble à très très haut niveau, hein, parce que bon, le Super Rugby, c'est avec le top 14 et le Premiership le meilleur championnat de club. Et là, tu les retrouves au niveau international, puisque ces joueurs se connaissent parfaitement, en plus de leur qualité individuelle que l'on connaît. Bon, c'est physiquement, en termes de densité, en termes de vitesse, en termes de force, et c'est vraiment hyper intéressant. Et puis après, ils ont ce côté un peu, parfois, comment on va dire ça, artiste, dans leur façon de jouer, et que je trouve ça très rafraîchissant. Les Samoa et les Fidjiens, et les Fidji, je les ai trouvés vraiment hyper intéressants. Et en parlant des Fidjiens, alors c'est eux qui sont allés battre l'Angleterre chez eux. C'est quand même impressionnant, 30-22. Alors c'est historique. Déjà, et encore une fois, ça relativise les propos de certains qui voyaient la victoire de l'équipe de France comme une victoire un peu tiède face aux Fidji. Non, les Fidji aujourd'hui, c'est une grande nation de rugby. Ça l'a été, ça l'est et ça le sera demain. Encore une fois, avec pas mal de joueurs qui jouent ensemble tout au long de l'année dans un même club. Avec des internationaux qui viennent aussi et qui jouent dans les plus grands championnats au monde, hein, que ce soit en France ou au Royaume-Uni. Je dirais le point faible historiquement parlant des Fidjiens, c'était la gestion d'un match. C'est-à-dire qu'ils avaient énormément de fulgurance, et aussi leur capacité à pouvoir asseoir un jeu de vent solide, structuré, qui permettait un peu de regrouper, de bloquer les défenses adverses. Là, ils y sont arrivés à plusieurs reprises. Alors, la question, c'est est-ce que les Fidji étaient au-dessus du lot, ou l'Angleterre au fond du seau? Bon, c'est peut-être un peu des deux, même si objectivement, je n'enterrerai pas les Anglais pour autant. Mais j'aimerais pas être à la place du sélectionneur anglais en ce moment. Ouais, c'est certain, surtout face à la Ça va être presse anglaise. compliqué. Ouais, on va parler de l'Angleterre un peu plus en détail après. Maintenant, c'est l'heure de parler de la France. Allez, France-Australie, dans un stade de France plein à craquer.
Pour les jeunes, ils sont très jeunes. Il y a 8 joueurs qui ont moins de 24 ans, donc très peu d'expérience. À voir le numéro 10, Gordon, qui a que 5 caps. Il va passer une soirée pire que son coiffure. Allez, chez nous, c'est The A-Team, avec 2 remplacements quand même importants. Il y a Gros qui est là pour Baye, qui est toujours blessé, mais surtout Jalibert, qui va essayer de nous faire oublier Roman Tamac. C'est pas si simple. Le match démarre, première opportunité est pour les Wallabies, mais c'est un penalty raté. Leur attaque, quand même, ça nous surprend un peu. Ils arrivent à notre 5 mètres avant de donner un penalty. Ouf, il faut qu'on se réveille un peu. Aussi dit, aussi fait. C'est Danty, puis Marchand et puis Penaud qui avancent. Et c'est Danty qui va marquer le premier essai pour la France. Ça avait l'air facile pour nous. Penalty touche pour les jaunes à notre 5 mètres. Essai pour l'allié jaune avec un nom imprononçable. Ça avait l'air facile pour eux. 7-5 toujours pour la France. C'est un match qui bouge vite, Gabin Villiers avec une opportunité sur le côté gauche. On fait des erreurs en touche, les Wallabies reviennent à la charge et à la gorge. On échappe la pression avec un bon défense et un peu de patience. Danty gratte, Villiers a des idées, on prend des points quand ils sont offerts. Pénalité par Ramos, c'est bon, 10-5. Puis 13-5 à 27 minutes. Ordrit prend beaucoup de coups dans ce match quand même, mais il en donne aussi. Il faut rester vigilant quand les Wallabies ont la ballon et de l'espace. Heureusement, le blanc 10 de l'Australie n'arrive pas à passer un pénalité aujourd'hui. Il est 0 pour 3 au pied pour l'instant, pendant que Ramos est 4 pour 4. Allez, 16-5. Mais sauf qui peut, Villiers sous pression sur notre ligne d'en but, on échappe tout juste. D'ailleurs, je trouve que le 15, le 8 et le 12 jaune sont pas mal. Penalty touche pour finir ce premier mi-temps et petit effrayeur car Dupont avait l'air un peu secoué. Notre mêlée aussi. On est malmené par les Wallabies, mais sans dégâts pour l'instant, 16-5 toujours pour le mi-temps. Deuxième mi-temps démarre avec un poteau pour Ramos et on est tous étonnés. Moment fort pour les jaunes qui campent chez nous, 47 minutes, la relève est là, avec 6 remplaçants français. Pour l'instant, on n'arrive pas à sortir de notre 22. On gagne 2 touches à la suite et d'un coup, Antoine Dupont est à l'attaque. Jalibert le suit et les Wallabies doivent faire la faute pour éviter un essai. Carton jaune pour leur 11. Ramos, c'est bon, 19-5. Ça a donné un peu de vitamine à nos bleus et les minutes qui suivent sont juste très très agréables à voir. Essai de l'équipe démarré par la charge de Danty qui détruit tout. Jalibert puis Ficou avance finalement Dupont avec le passe à pied pour Penaud. Ramos avec la transformation, ça fait du bien tout ça. Dupont va sortir à 59 minutes. Ça va, on peut tout respirer maintenant. Les Wallabies marquent un essai, attention 26-12, puis joli 50-22 par Ramos. Et voilà, comme ça, on est dans leur 22. Touche et Jalibert avec un joli passe au pied pour Gabin Villiers et paf, 31-12. On ne relâche rien pour l'instant, attaque après attaque, les Bleus sont dans le flow. Tout ne marche pas, mais c'est pas grave, ils s'amusent. Les problèmes de mêlée sont réglés et c'est Couillou qui échappe, petit 1-2 avec Penaud, et c'est presque. Ça va marcher pour Penaud 2 minutes plus tard, j'adore les jambes de ce garçon, 38-12. Bon, on les laisse un petit essai où Jaminet se retrouve toute seule contre le 11 Vunivalo. On va finir ce match avec une victoire de bonne taille, 41-17. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me suis bien amusé. Moi aussi, je me suis régalé, même si on est toujours un petit peu frileux face à ces matchs de préparation où on se dit qu'on ne sait pas trop ce qu'on va voir. On a malheureusement la tendance à tirer des conclusions un peu trop hâtives après les matchs de préparation. Moi, franchement, je me suis régalé. J'ai vu une première mi-temps où l'équipe de France a été très sérieuse. Elle a récité son rugby. Elle n'a jamais été vraiment en danger face à des Australiens virulents que j'ai trouvé plutôt bons en première mi-temps. Qui proposait vraiment des choses intéressantes. Et ce qui m'a pas surpris, mais je dirais rassuré peut-être, le mot est pas très judicieux, mais c'est la gestion du tempo de l'équipe de France. C'est-à-dire qu'elle a eu des moments forts, elle a appuyé sur l'accélérateur, elle a marqué. Quand il a fallu prendre les 3 points, on a pris les 3 points, on respecte l'adversaire, on se laisse une marge de manœuvre en creusant l'écart. Quand on a eu quand ils ont eu des temps faibles, ils ont extrêmement bien défendu. Ils ont su contenir ces Australiens qui ont marqué quand même 3 essais, ce qui est pas innocent. Et pour autant, on a marqué 4 essais et on finit avec 41 points. Donc une première mi-temps très sérieuse et une deuxième mi-temps. Ils sont sortis des vestiaires, ils ont dit bon, on va accélérer un petit peu. Alors j'exagère en disant ça, mais c'est l'impression que ça m'a donné. Ils ont accéléré et ils ont marqué les Australiens avec
avec des séquences de jeu vraiment au pied très intéressantes. Et ce qui est très drôle dans ce genre de match, on sait très bien, quand on est de l'autre côté du rideau, on sait très bien que c'est le genre de match où tu caches tes schémas, tu montres pas ce que tu vas faire pendant la Coupe du Monde. Tu essaies de te rassurer sur le basique, sur la touche, sur la défense, etc., sur la redistribution défensive, sur quelques attaques, mais tu montres pas tes schémas directeurs forts que tu vas montrer pendant la Coupe du Monde. D'ailleurs, Fabien Galtier à la télé disait, voilà, maintenant on va passer en mode Coupe du Monde. C'est-à-dire que voilà, on s'est rassuré. Physiquement, ils sont prêts. Moi, j'ai pas vu un seul mec traîner la patte. Alors, il y a eu 2 mêlées où on s'est fait bousculer. Alors, je sais pas si c'est l'épreuve de force qu'on a subi ou si c'était peut-être un agencement technique de positionnement. Donc ça, c'était peut-être. Mais bon, le staff va certainement remédier à cela. D'ailleurs, après, il y a eu très peu de mêlées. D'ailleurs, hein. C'est assez étonnant. Il y a eu très peu de mêlées. Avec un jeu qui était, voilà, l'équipe de France, elle a été sérieuse, elle a été très sérieuse. Alors, tu parlais d'Aldrit, effectivement, Aldrit comme tout le temps, quoi. Il a donné, il a reçu pas mal aussi, mais d'une générosité. Moi, j'ai beaucoup aimé François Cros. En termes de défense, il est surtout sur ces hyper puissants joueurs australiens, il s'est démontré hyper efficace. J'ai bien aimé Mathieu Jalibert qui a été très propre en première mi-temps et qui a accéléré, c'est-à-dire qu'il est monté en puissance, il a accéléré, il s'est installé, il s'est bien trouvé avec ses centres et avec Antoine Dupont. Bon, Antoine Dupont, c'est Super Dupont, il fait c'est juste hallucinant. Et puis, on a 3 essais marqués par des ailiers, ce qui est plutôt bien, même si on n'a pas montré des schémas derrière. Et je pense que Laurent Laby, l'entraîneur des 3/4 de l'équipe de France, en a en réserve dans son cahier magique. Il a quelques schémas qu'il nous montrera pendant la Coupe du Monde, mais je les ai trouvés solides. Voilà, solides. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont gagner la Coupe du Monde, tout comme on ne peut pas dire que la Nouvelle-Zélande, après s'être fait écrabouiller par l'Afrique du Sud, voilà, ça reste que des matchs de préparation, mais ça a validé quand même pas mal de choses. Je trouve que ça a validé pas mal de choses, et je trouve ça plutôt intéressant. À la fin du match, j'avais l'impression de regarder genre Ocean's 11, en fait, où t'as George Clooney et Brad Pitt et Matt Damon qui s'amusent, en fait. Et j'avais vraiment l'impression sur le terrain que la France s'amusait, en fait. S'amusait à jouer ensemble. Penaud, en fait, j'ai regardé pas mal de recap pour genre France-Japon et tout ça pour préparer cet épisode. Et Penaud, mais c'est juste incroyable, quoi. Et les façons qu'il marque, il est comme un fou. Il dit, ah, tiens, j'ai une opportunité, bing! Et il y va. Et c'est vraiment un plaisir, un plaisir. Et c'est que lui aussi, il est un peu surpris par le truc qui lui arrive. Je trouve ça excellent. Ah, tiens, j'ai un ballon, ouais, bang! Voilà, je marque un essai, tiens. Voilà. Et je trouve ça vraiment génial. Damien, quand on connaît un peu Damien, pour lui, le rugby, c'est avant tout un jeu. Et ça se voit. Je trouve ça génial. Ça se voit. Et il est d'une décontraction d'un naturel et très sérieux. Et enfin, bon, bref, on a quand même quelques joueurs de très, très, très haut niveau, là. Ouais, plus qu'une, ça c'est vraiment certain. Allez, on va passer maintenant à poule D. Allez, on va démarrer avec l'Argentine. Donc, ils sont dans tous les Coupes du Monde. Et à un certain temps, c'était un peu l'Italie, on va dire, comme l'Italie dans les débuts de 6 nations. Sauf en Coupe du Monde 2007, c'est là la grande surprise, en fait, qui nous a battu chez nous pour le match d'ouverture. Et ils nous ont battu encore pour prendre la 3e place. Là, ils étaient bel et bien arrivés sur le monde international. En 2011, ils étaient invités à la Rugby Championship, comme tu avais déjà dit, donc les anciens Three Nations, donc Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et Australie, donc ça a que haussé le niveau. 2015, ils arrivent à nouveau dans la demi-finale, mais ils vont prendre le 4e place. Mais la dernière édition, à Japon, ils n'ont pas pu sortir de poule. Si vous vous souvenez, c'était un match très serré contre nous et après impuissant contre l'Angleterre. Depuis 2019, actuellement, ils sont 7e dans les rankings, mais ils ont perdu pas mal de matchs depuis Covid. 2020, 1 défaite contre les All Blacks, suite à 2 matchs nuls contre Australie et leur toute première victoire contre les All Blacks. Seulement 3 victoires en 12 matchs en 2021. 2022, ils battent l'Écosse 2 fois, Australie, l'Angleterre et Nouvelle-Zélande à nouveau.
En 2023, 2 matchs gagnés sur 5 joués. Là, ils ont battu l'Espagne et l'Australie, mais ils ont perdu par un seul point contre l'Afrique du Sud. Donc, tout ça pour dire, ils sont un peu comme Pays de Galles, je trouve. Ils ont une tendance de surperformer, mais quand ils sont dans la Coupe du Monde, ils sont prêts. Moi, très concrètement, et je vais peut-être en surprendre quelques-uns, mais j'en fais les favoris de cette poule, les Argentins. Euh, D'abord parce qu'ils ont un 8 de devant qui est de niveau international. Voilà, ils ont des joueurs, ils ont des world-class players, sans aucun doute. Donc pour moi, c'est devant, c'est un des packs les plus performants avec le pack des Sud-Africains. Et j'en fais mes favoris parce qu'en plus, il y a quelque chose d'indicible chez eux, c'est qu'ils ne rendent jamais les armes. Pour eux, c'est une question, c'est viscéral. Et il y a ce supplément d'âme chez les Argentins qui peut parfois faire renverser les montagnes. Donc, moi, j'en fais vraiment mes favoris aux autres équipes de la poule. Euh, et on n'oublie pas que tu parlais de 2007, il y a eu des joueurs d'exception en Argentine, hein. En 2007, on avait Nani Corletto, Juan Martín Hernández, évidemment Pichot, et j'en oublie, hein. Et là, je les trouve plus, comment on va dire ça, plus homogènes en termes de niveau. C'est-à-dire qu'en 2007, tu avais 5-6 joueurs de classe internationale qui tirait l'équipe vers le haut. Là, je trouve que le groupe est beaucoup plus homogène, beaucoup plus. Enfin, le niveau est très élevé, mais à tous les postes. Alors, moi, j'avais juste une question par rapport au poste de numéro 10, où c'était voilà, c'était peut-être. Mais bon, voilà, je mets alors j'ai pas le droit de parier de par mon métier, mais virtuellement, je mets un petit billet sur l'Argentine en tête de cette poule. Bah écoute, je peux comprendre, on va parler rapidement de quelques joueurs. Il y a le talonneur et capitaine Julien Montoya de Leicester Tigers. Il y a Pablo. En fait, quand tu parles de cette énergie, moi je pense toujours à Pablo Matera qui se tient par le maillot, Ouais. et dit I play for my country. J'adore ce type d'énergie. Thomas Lavini, pardon, deuxième ligne, qui adore le Lavani. Merci. Ouais, Thomas heureusement. Lavanini. Heureusement, tu es là pour me corriger au niveau des prononciations. Deuxième ligne qui adore le contact. Nicolas Sanchez, tu parlais de 10. En fait, ça fait 10 ans qu'il joue, je pense, en France, depuis 2011, il me semble. Juan Imhoff aussi au Racing. Et peut-être les deux centres avec des meilleurs noms dans le Coupe du Monde, parce qu'il y a Choco Barez de Toulouse et Geronimo de la Fuente de Perpignan. Donc, franchement, apparemment, il représente 8 équipes dans le top 14 et il y a 11 joueurs qui jouent en Angleterre quand même. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que quand je te disais que le niveau était très homogène parmi ces joueurs, alors tu en as cité quelques-uns, Montoya, effectivement. La troisième ligne, ils ont une troisième ligne de feu quand même, hein. Entre Matera, Kremer, enfin ils ont vraiment une troisième ligne très très puissante. Les deux centres de La Fuente et Chocobares sont des joueurs explosifs. Nico Sanchez a énormément d'expérience, donc je pense qu'il sera à même de pouvoir gérer justement les tempos, les moments faibles et les moments forts. Non, franchement, après, ils ont des finisseurs. Juan Imhoff, on ne va pas le présenter, hein. Juan Imhoff, il fait les beaux jours du Racing 92. Donc, ouais, c'est une équipe qui j'aimerais pas jouer contre elle. Je suis Voilà. sélectionneur j'aimerais pas jouer contre eux, en fait. J'avais le même sentiment que je suis content ils sont là-bas. Oui, mais oui, Ouais. après on a Nouvelle-Zélande et tout ça chez nous, mais bon voilà, ils sont là-bas, c'est bien, on attend de les jouer peut-être plus tard. Beaucoup de talent de cette équipe. Allez, on va parler de l'Angleterre. Donc c'est pas God Save the King, mais plutôt God Save this team, parce qu'en fait moi je trouve que c'est une équipe en crise, je trouve. Après le départ de Eddie Jones, moi je trouve qu'il avait peut-être une stratégie, je m'en fous de perdre parce qu'on va gagner le jour J, on se prépare pour l'avenir, mais en fait ça a installé un peu pas mal de pertes en fait depuis Borthwick en fait qui prit l'équipe en décembre. Seulement 3 victoires sur 9 matchs. À ton avis, combien de leurs problèmes, on va parler des joueurs après, est-ce que c'est un fin de cycle parce qu'il y a quand même 13 joueurs qui ont plus de 30 ans. Ouais, c'est ça. 4 avec plus de 100 caps. Est-ce que c'est un fin de cycle ou est-ce que ça revient à le problème de changement de coach? Borthwick qui est un peu old school, peut-être Eddie Jones un peu aussi. Est-ce qu'ils ont, à ton avis, ça vient de lequel? Alors, Borthwick, il a entraîné avec Eddie Jones.
Faut pas l'oublier. Donc, ils ont un peu je dirais, des schémas directeurs qui se ressemblent. Je pense qu'effectivement, c'est une fin de, enfin, plus des deux tiers de l'équipe qui va faire la Coupe du Monde là ne fera pas la suivante. Pas parce qu'ils sont pas bons, mais parce qu'ils vont être atteints par l'âge, entre guillemets, sans préjuger de leur qualité intrinsèque. Donc, il y a effectivement, je pense, une fin de cycle chez les hommes. Et puis, il y a toujours des problèmes extra sportifs en Angleterre. Et quand c'est pas extra sportif, c'est le rugby. Voilà, là, vous avez certainement suivi il y a quelques semaines la petite polémique sur le carton rouge qui a été finalement blanchi, puis finalement, je parle de Farrell, pardon, puis finalement il est requalifié, puis finalement il va être suspendu. Enfin bref, bon, tout ça, ça aide pas une vraie sérénité. Et quand on connaît les tabloïds anglais, ça n'aide pas non plus à une espèce de sérénité. Donc, pour moi, c'est un grand mystère. L'Angleterre est un immense pays de rugby. Ils ont des joueurs de très très grande qualité. Aujourd'hui, je pense que leur réussite va exclusivement passer par le fait que les joueurs veuillent bien jouer ensemble. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, dans le vestiaire, on est tous ensemble et on jouera ensemble. Parce qu'après, ils ont des joueurs de très très haut niveau. Faut pas, enfin, j'ai pas la liste là sous les yeux, mais on va en parler après. Ouais. Ils ont des joueurs exceptionnels quand même. Mais c'est une vraie déception quand même. Oui, ce que tu dis, ce qui manque, c'est un peu le feu, en fait, dans cette équipe. C'est quelque chose qu'on voit pas. Ce qui est étonnant, on va parler rapidement, comme tu dis, il y a beaucoup de talent. Il y a en pilier, il y a Sinclair, il y a la Baby Rhino, Genge, et il y a de loin, le pilier le plus drôle, c'est Joe Marler, quand même. Maro Itoje et Courtney Laws en deuxième ligne, quand même redoutable. De Courtney Laws aussi, qui joue troisième ligne. Donc là, on a Tom Curry, Venipuola, Jack Willis de Toulouse, quand même de solide. Ils ont perdu leurs 9 titulaires, en fait, et leurs 11 aussi, Watson en blessure. Donc, ça fait Johnny May qui revient, qui a quand même pas mal d'années, en fait, sur le terrain. Moi, je trouve que, ouais, derrière, ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence. Freddie Stewart, en grande forme depuis très longtemps, leur 15. Manu Tuilagi, c'est un Tuilagi, quoi. Et il court vite, il frappe fort. Mais ce qui manque, je trouve aussi, j'avais marqué, ce qui manque, c'est les joueurs qui ont plus d'envie et qui, moi, je trouve qu'il a beaucoup de style aussi, c'est John Marcus Smith. Quand lui, il marque, il est content. Et en fait, en ce moment, il y a une polémique pour dire, en Angleterre, ils disent, ouais, vous donnez trop d'émotions sur le terrain, en fait, sur des petites victoires, mais je trouve que ils n'ont pas assez d'émotions de tout. Ouais, je pense qu'il manque, et ça, c'est tout le travail du staff. Il faut créer du lien entre les joueurs, parce que Marcus Smith en 10, il peut te renverser un match. Et les joueurs que tu as cités sont tous de très très haut niveau. Donc, il faut que ça clique. Tu vois, il faut qu'ils arrivent à jouer ensemble. Moi, ça m'a donné l'impression d'être une somme d'individualité, mais pas d'être une équipe. C'est l'inverse de l'Argentine. L'Argentine, c'est une véritable équipe avec des individualités pour le coup, mais c'est une vraie équipe. Et là, j'ai l'impression que l'Angleterre, c'est plus une somme d'individualités qu'une équipe. Alors, il faut créer, faut créer cet état d'esprit tellement important au rugby, parce que une fois qu'ils auront eu cette victoire probante ou ce match qui va vraiment les unir, les resserrer, etc., ils vont être redoutables, parce que personne ne les attend et tout le monde leur tape dessus. Là. Donc, un Anglais revanchard, à mon avis, ça va pas être sympa à voir, ni à jouer. On n'a pas envie de les retrouver plus tard, en fait. S'ils arrivent dans les demi-finales, ça va être chaud, ouais. Tu parlais de l'âme de l'équipe. En fait, Samoa, par exemple, c'est une équipe que je connais pas très bien. Et en fait, leur coach, Matasua, qui est leur nouveau coach, il disait, j'ai envie de retrouver l'âme de rugby de Samoa. Et en fait, quand je pense à Samoa, quand même, dans mes recherches, j'ai pensé à Brian Lima, et son surnom, c'est le chiropractor. En fait, c'est le chiropracteur, si je dis bien, car il tape tellement dur, il reconfigurait, en fait, les os, le cordon vertébral et tout ça. Et en fait, c'était un peu ça. J'avais du mal à caser c'est quoi le Tonga, c'est quoi le Samoa, c'est quoi le Fidji. Et en fait, par hasard, j'ai regardé un peu les populations. Tonga, c'est le plus petit, avec 100 000 personnes. Samoa, c'est en fait le frère au milieu, avec 200 000 personnes. Et Tonga, on va dire, c'est le plus bourrin, je dirais, des deux.
Fidji, ils sont 5 fois plus grands que Samoa, en fait. Donc, ils ont à peu près, donc c'est 900 ou 1 million de personnes. Et Fidji, avec on va dire, le jeu le plus abouti, avec la beauté de gestes qui court dans tous les sens. Et Samoa, je trouve que c'est un peu des deux, en fait. Un côté quand même bien bourrin, mais un côté aussi qui commence d'être un peu plus dans le côté fidjien, hein, beaucoup plus de jeu. C'est exactement ça. C'est en fait, ils essaient de piquer au Tonga et au Fidji le meilleur de ces deux nations. C'est-à-dire, c'est des joueurs très durs, très véloces et en même temps un peu artistes. Mais sur Brian Lima, j'ai une anecdote. Je ne sais pas si j'ai 15 secondes. Ouais. Quand il est venu en France il y a quelques années, j'ai eu le privilège de négocier avec mon associé Pascal sa venue au Stade Français. Et effectivement, le premier match, Chandelle sur l'ailier d'en face, et il envoie l'ailier, je crois que c'était Dax, je crois qu'il le sort mais un plaquage propre, hein, mais un plaquage. Et pendant tout le match, moi j'étais sur le bord du terrain, et quand Diego Dominguez tapait des ballons très haut volontairement, tu entendais les trois quarts des équipes adverses. Attention, il arrive, attention, il arrive, attention, il arrive. Et même à l'entraînement, il était dangereux. Ah ouais. Mais pas parce qu'il était méchant, mais parce qu'il mettait une telle violence dans ses plaquages, et il était incroyable. Incroyable. Ouais. Et même après, quand il est parti en Irlande, je crois, les Irlandais, ils en ont un souvenir cuisant. Alors, les Samoa, ça peut être une surprise. Si aujourd'hui, une équipe, que ce soit l'Argentine ou l'Angleterre, n'installe pas son jeu, ne met pas tout de suite dans les 20-30 premières minutes 10-15 points d'écart, ça va être une équipe hyper compliquée à jouer. Parce que justement, les Samoa ont retrouvé une espèce de vertu insulaire, une vertu, un état d'esprit, une âme qui fait appel à plein de choses. Alors là, on pourrait parler de la culture samoane pendant 10 heures, et ça va être une équipe très pénible à jouer. Très pénible à jouer. Très pénible à jouer. Parce qu'ils vont avoir des fulgurances. Ils vont avoir un joueur qui va traverser le terrain. Ça peut être un deuxième ligne comme ça peut être l'arrière. Et en plus, ça va être un casse-tête pour les commentateurs télé parce qu'ils ont des noms très compliqués comme les Tongiens, comme les Fidjiens. Et là, on va rigoler. Là, on va rigoler. Exactement. C'est marrant parce qu'en fait, tout au début, en fait, quand ils ont commencé dans les Coupes de Monde, ils sont allés en 3 quarts de finale, en fait, à la suite, dans les années 90. Et puis, depuis là, pas grand-chose. En fait, Covid, bon, difficile. Pas de match en 2020. Seulement 2 matchs en 2021. 4 victoires en 4 matchs, quand même, en 2022. Aussi contre Fidji d'ailleurs, et 2023 4 matchs, il y avait que 4 matchs, mais quand même une victoire contre Tonga, contre Japon aussi. Et comme on a dit ce week-end contre Irlande, ils avaient plein d'opportunités pour les battre. Je dirais juste pour nos chers écouteurs d'aller on va dire googler en fait, ou va sur YouTube et chercher Tulagi, en fait, toute la famille. Regardez des vidéos des Tulagi. Alors, franchement, c'est des mecs qui on va dire 1m80, entre 110 et 130 kilos. Ils font très très mal et ils bougent très vite. Et donc voilà. Et allez voir Brian Lima aussi. Ah oui, c'est ça. Oui, pardon, juste rapidement au niveau des noms, bien sûr, Sueteni, le 10 ou aussi il joue centre. Il y a le pilier de Montpellier. Aussi qui sont vraiment il y a 2-3 joueurs qui ont joué avec les Blacks au Australie. Je pense que aussi ils ont 2-10 en fait qui ont de l'expérience internationale avec les Blacks, il me semble. Donc en fait du talent un peu partout, comme on sait très bien. Ils ont jamais battu l'Angleterre, mais ils peuvent démarrer. Ils ont battu il me semble l'Argentine plusieurs fois, et ils connaissent bien le Japon. Oui, en fait en gros ils gagnent 2 matchs sur 3, on va dire, mais ils ont jamais joué de Chili non plus. Allez, tout de suite au Japon, ils nous ont capturé nos corps avec une victoire en Coupe de Monde. Avec une victoire en Coupe du Monde 2015 contre l'Afrique du Sud, le grande surprise. Après, ils étaient des excellentes hôtes pour notre dernière Coupe du Monde en 2019. L'effet d'être à la maison les a aidés beaucoup, parce que souvenez-vous, j'avais oublié, ils ont battu Russie, ok, ils ont battu Samoa, ok, ils ont battu l'Écosse et ils ont battu l'Irlande dans leur poule. Donc ils sont arrivés dans la quart de finale. Ils étaient 4-0 dans leur poule, incroyable. J'avais complètement oublié cet exploit. Ouais. Après, malheureusement, bon, ils ont perdu contre les champions éventuels. Afrique du Sud, bien sûr.
Il y a une petite connexion français aussi. Le premier coach qui n'était pas japonais, c'était un Français. C'était Jean-Pierre Alissade, le papa de Jean-Baptiste Alissade. Après, il y avait le Black John Kirwan, certains Eddie Jones, et depuis 2016, un autre Kiwi, c'est Jamie Joseph. Donc, on peut penser que c'est une étoile montante. Sauf que les résultats récemment sont, on va dire, moins performants. Et avec la grosse défaite contre l'Italie et Fidji, ils ont aussi perdu contre l'Angleterre et la France. Quelques victoires mais récentes, mais pas vraiment captivantes contre Portugal, Uruguay et Tonga. Mais rien super à signaler. Peut-être une victoire contre le Chili, peut-être un petit chance contre Samoa. Si c'est un bon jour, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, j'ai été un peu déçu. J'ai été un peu déçu par les Japonais parce que alors, il manque certes de gabarit un petit peu devant. En revanche, il compensait ça par une intelligence de jeu, une discipline et une vitesse d'exécution qui surprenaient leurs adversaires. Donc, je pense que le Chili, ils battront peut-être le Chili. Les Samoans, ça va être compliqué. Très compliqué de battre les Samoans. Ça va être un beau match. Japon-Samoan, ça va être très beau. Je ne les vois pas gagner contre les Argentins. Et après, contre les Anglais, bon, on verra, parce que les Anglais sont capables de tout. Hein. Ils sont capables de tout. Mais ouais, j'étais un peu déçu. Un peu déçu. Alors, est-ce que... ils nous ont tellement montré de belles choses aux 2 dernières éditions de la Coupe du Monde que, bon, voilà, alors c'est plus les mêmes joueurs, etc. Bon, je les ai trouvés un peu en dedans. Je les aurais volontiers fait. Tu m'aurais interrogé il y a 1 an ou 2, je t'aurais dit ouais, ils peuvent embêter facilement les Argentins et les Anglais. Là, je les vois pas accrocher ces 2 nations-là. Après, bon, le rugby a cette particularité, c'est que le ballon est ovale et que 2 fois il a des rebonds un peu capricieux. Bah, si on peut se souvenir quand même de leur éternel Michael Leach, le troisième ligne et capitaine depuis maintenant plus de 10 ans. Je pense que c'est son 4e Coupe du Monde. Il y a même un Ouais, statut de lui en Japon, donc ça c'est quand même chouette. Matsushima, qui a joué à Clermont. l'arrière, Ouais, ouais, l'arrière de Clermont, l'arrière. ouais. Il y a un talonneur Sakate qui est très bon aussi, je me souviens de lui. Attention, il y a un jeune charnière Saito en 9 et mais surtout le 10 Lee qui a plutôt bien joué contre nous en la France l'année dernière. Ouais, beaucoup d'activités. Il a beaucoup d'appui. Il attaque bien la ligne. Il peut déséquilibrer une défense si on n'est pas attentif. C'est quelqu'un ouais, qui est intéressant. Qui est intéressant. Je pense que tous les deux, on souhaite que le Japon retrouve leur niveau parce qu'il y a beaucoup d'engagement, ils sont très courageux. C'est un rugby qui est très agréable à voir, comme tu dis, très propre, un style vraiment à eux, très propre et solidaire aussi. Quand tu vois leur rugby à eux, tu dis, ils jouent vraiment, vraiment ensemble. Chili, alors ils ont gagné leur place avec une victoire 31-29 contre mon équipe à moi, les Eagles de USA, hein, chez nous en plus, à Glendale Exact. qui devait être la maison de rugby aux États-Unis. Ben, ils sont venus Exact. pour nous battre et prendre notre place pour la Coupe du Monde. Je suis pas fâché, je suis Non. pas fâché. Allez, les Ticket, Condors. ils ont pas pris ta place. Ils ont pris la leur. Oui, oh, ok, bien dit, Yvan, bien dit. C'est les Condors, c'est leur première fois dans la Coupe du Monde, donc on les invite. Je suis content pour eux quand même. Ils ont jamais gagné contre l'Argentine en 39 matchs, donc ils ont tout simplement pas joué les autres équipes dans le pool D, donc on sait pas grand-chose au niveau de l'histoire. Allez, ils ont quelques joueurs qui jouent en France, mais en fait, je te laisse les prononcer, Miguel. Alors, il y a celui qui me vient à l'esprit, c'est Ayarza. Qui joue à Angoulême, Et le deuxième, c'est Ditus. Un Ditus, pilier ouais, exact. un Périgueux, à Périgueux. À Périgueux. Ouais, et, d'ailleurs, il a marqué pas mal d'essais dans les qualifications. Sinon, tous les autres joueurs, ils jouent pour la même équipe qui s'appelle Selkam chez eux. Ils sont coachés par Pablo Lemoine. C'est un Uruguayen qui a joué 10 ans en France. Peut-être tu connais Français. Pablo, c'est un ami. C'est vraiment c'est Ah, un ami pour le coup. Ouais, ouais, c'est un ami. Euh, on s'écrit souvent par texto, par messagerie, etc. Et j'étais tellement content pour lui quand il a pris cette équipe de Chili et qu'il l'a qualifiée. Et je connais bien Pablo et je sais que Pablo
il sait très bien qu'ils sont pas favoris, il sait très bien qu'ils risquent de perdre tous leurs matchs. Pour autant, je peux vous garantir un truc, c'est que Pablo leur dira, jusqu'à la dernière seconde, ils ne vont pas baisser les bras. Ils vont tout donner sur le terrain. Il était comme ça en tant que joueur, il est comme ça en tant que personne. Il va leur insuffler une espèce de courage, la garra, comme ils disent en Amérique du Sud, voilà, je pense que pendant un tiers des matchs, ils vont batailler. C'est une équipe que des courageux, très fiers, voilà, c'est leur première Coupe du Monde. Évidemment, ils savent très bien qu'ils n'espèrent pas grand-chose, mais ils vont laisser une bonne impression. Et je suis très content pour Pablo parce que c'est un très bon coach, très très bon coach. D'ailleurs, un petit message comme ça, s'il y a des clubs qui réfléchissent pour l'après-Coupe du Monde, je pense que Pablo serait une bonne option parce que c'est quelqu'un de brillant, d'intelligent et qui sait créer un état d'esprit dans un groupe. Donc ça va être voilà. Après c'est le petit pousset de la Coupe du Monde. C'est le petit pousset. Je crois que c'est les moins bien classés. Je crois au World Ranking. Donc mais bon, il y aura peut-être 2-3 joueurs à surveiller. Ils ont un arrière qui est pas mal. Ouais, ils ont un arrière qui s'appelle Santiago Videla, qui marque tous leurs points au pied. Leur marqueur d'essai, c'est le Ariadza, si je prononce bien, comme tu as dit, et Fernandez, le 10. Et il y a un deuxième, troisième ligne aussi, Saavedra, qui marque pas mal d'essais dans les derniers matchs qu'ils ont joués. Donc, on les souhaite bonne chance pour ce Coupe du Monde. Tiens, on va boucler là et je te remercie d'avoir passé tout ce temps avec nous et de partager tes avec connaissances. Avec un grand plaisir. Et ça fait vraiment plaisir. J'avais juste une petite histoire avant que tu pars, en fait. Tu sais, la dernière fois, on a parlé d'un de tes joueurs. J'avais demandé que tu me donnes un exemple, un joueur qui était placé, où tu as réussi à placer dans un bon endroit. Et tu m'as parlé d'un certain Julien, qui était allé à Dax, un pilier qui finalement finissait à Munster. Et je sais pas si je t'ai dit... Et Racing après. Et je suis pas sûr si je t'avais dit ou pas, mais en fait, je suis allé l'année dernière, pendant l'été, je suis allé avec ma famille en Irlande. À Limerick. Et je suis allé à Limerick, à Thurman Park. Et en fait, j'avais essayé d'avoir un tour et tout ça, mais en fait, tout était fermé. Mais en fait, j'arrive, je tape sur la porte et j'ai un monsieur qui est super gentil, qui ouvre. Et en fait, il disait, en fait, non, on est fermé. Mais il y a un autre gars qui arrive, qui dit, non, viens. Et il s'appelle John. Je pense que c'était le manager du terrain ou quelque chose comme ça. Il m'a montré tout. Donc, c'est juste tous nos quatre. Il nous a resté 15 minutes dans le stade, dans les vestiaires et tout ça. Donc, merci beaucoup à John. Et pendant que j'étais là, j'ai pensé à des Monster Men et j'ai pensé à ton histoire par rapport aux Monsters. Avec Julien. Je te remercie. Je voulais te parler de ça. Je voulais lancer un petit concours, si tu es OK, pour tes auditeurs. Ouais. Ils vont découvrir la Coupe du Monde et ils vont découvrir des Haka. Puisqu'en fait, les nations, tu as le Haka des All Blacks, que l'on connaît bien, mais il y a aussi les Fidji, Tonga et Samoa. Lequel ils préfèrent? Ce serait marrant de savoir lequel ils préfèrent. C'est une très bonne question. Bonne idée. Allez, Miguel, merci beaucoup. Merci à toi. Ah, mais quel bon moment avec Miguel Fernandez, un super pote de notre pack. Merci à lui et merci à vous aussi, nos chers écouteurs fidèles. J'espère que vous avez aimé cette série de preview pour la Coupe du Monde. Pour moi, c'était un vrai plaisir de retrouver Théo et Charlie et de pouvoir réinviter certaines personnes comme Yann, comme Roman et comme Miguel. Je trouve qu'on est vraiment chanceux de pouvoir partager ces moments avec eux et avec vous. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On va essayer de faire un autre épisode juste avant le coup d'envoi France-Nouvelle-Zélande, donc à la semaine prochaine. D'ici là, passez une super semaine. Allez voir Lennart Corson et Rugby Girl Academy sur tous les réseaux sociaux. Et pendant que vous êtes là, dites-nous si vous aimez notre nouvelle affiche pour le podcast avec le photo où on voit nos têtes. Allez, c'est tout pour cette semaine. À plus. Bye bye. Ciao.